1 mois après le baptême de mon petit-fils, le photographe m'a appelé et m'a dit « Madame Bruno, j'ai remarqué quelque chose de terrible sur les photos. Venez immédiatement, ne dites rien à votre fille. » Ma main a tremblé. J'ai raccroché. Et pendant les 20 minutes de trajet jusqu'à son studio, j'ai prié pour que ce soit une erreur. Ce n'en était pas une. Je m'appelle Maïwenn Bruno. J'ai 67 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Le baptême de Léon avait été parfait. Du moins, c'est ce que je croyais. Ma fille Chloé rayonnait dans sa robe crème. Mon gendre Thomas portait fièrement notre petit ange. La maison sentait la lavande et le champagne. J'avais tout préparé pendant des semaines. Les dragées dans leurs petits sachets de tulle, les roses blanches dans chaque vase, le buffet dressé avec soin. Alain, mon mari, m'avait embrassé ce matin-là en disant « Tu es une grand-mère parfaite, ma chérie. Tout est magnifique. » J'avais souri. J'étais heureuse. Pendant la fête, j'avais bu 2 coupes de champagne. Peut-être 3, je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, au milieu de l'après-midi, je me suis sentie étrange, comme si le sol bougeait sous mes pieds, comme si les voix autour de moi venaient de très loin. Alain m'avait conduite jusqu'au canapé. « Tu as trop bu, Maïwenn. Repose-toi un peu. » J'avais honte, devant nos invités, devant ma fille. Chloé avait ri. « Maman, tu ne tiens plus l'alcool comme avant. » Tout le monde avait ri avec elle. Moi, j'avais fermé les yeux, et je m'étais endormie là, pendant que la fête continuait sans moi. Quand le photographe a appelé, 1 mois plus tard, sa voix était grave, inquiète. « Madame Bruno, je sais que cela va vous sembler étrange, mais, en retouchant les photos, j'ai remarqué quelque chose, sur plusieurs clichés, quelque chose que vous devez voir. Venez seul, s'il vous plaît, et ne prévenez personne. » Mon cœur s'est serré. « Qu'avez-vous vu ?» Il a hésité. « Je préfère vous montrer. » Dans son studio, il m'a fait asseoir devant son écran. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant les fichiers. « Regardez cette série. » C'était le moment du buffet. Les invités se servaient. Je souriais, une coupe à la main. Et là, sur 3 photos consécutives, prises à quelques secondes d'intervalle, j'ai vu ma fille Chloé, ma propre fille, qui se penchait au-dessus de mon verre, qui sortait quelque chose de son sac, qui versait un liquide transparent dans ma coupe de champagne, et qui regardait autour d'elle pour vérifier que personne ne la voyait. Le photographe a agrandi l'image. On voyait clairement le petit flacon dans sa main, son geste rapide, son visage concentré. « Je suis désolée, madame, mais je devais vous le montrer. » Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite, j'ai juste murmuré « Envoyez-moi ces photos. » Toutes. Dans ma voiture, j'ai posé mon front contre le volant. Et là, enfin, les larmes sont venues. Pourquoi ? Pourquoi ma propre fille aurait-elle fait ça ? J'ai pensé à cette journée, à ma somnolence soudaine, à mon malaise, à sa phrase « Maman, tu ne tiens plus l'alcool comme avant. » Et j'ai compris. Elle voulait me faire passer pour une vieille femme ivre, devant tout le monde, devant sa belle famille, devant nos amis. Mais pourquoi ? Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Je suis rentrée chez moi en silence. Alain n'était pas encore revenu de sa partie de golf. La maison était vide, trop vide. Je me suis assise dans la cuisine, les photos sur mon téléphone, et j'ai regardé autour de moi. Cette même cuisine où j'avais préparé des milliers de repas. Où Chloé avait appris à faire des crêpes, debout sur un petit tabouret, ses mains pleines de farine. « Maman, regarde, j'en ai fait une parfaite. » Elle avait 6 ans. Ses yeux brillaient de fierté. Chloé avait toujours été ma lumière, mon unique enfant. Née après 3 fausses couches et tant de prières. Quand le médecin l'avait posée dans mes bras, j'avais pleuré pendant 1 heure. Alain aussi. Notre miracle, disait-il. Nous l'avions élevé avec tout notre amour, peut-être trop. Alain travaillait beaucoup. Il était notaire, un homme respecté à Lyon. Mais moi, j'étais toujours là, à chaque récital de piano, à chaque remise de diplôme, à chaque chagrin d'amour. « Maman, tu es ma meilleure amie », me disait-elle encore il y a quelques années. Quand elle avait rencontré Thomas, j'avais été heureuse pour elle. Il venait d'une bonne famille, avocat, sérieux, un peu distant peut-être, mais correct. Le mariage avait été somptueux. Alain avait insisté pour qu'on fasse les choses bien. 300 invités, un château dans la Drôme, des roses blanches partout. J'avais dansé avec ma fille ce soir-là. Elle portait une robe de dentelle qui avait coûté plus de 5 000 €. Je l'avais serrée contre moi et j'avais murmuré « Tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue ». Elle avait ri. « Maman, tu dis ça parce que tu es ma mère. » Non, je le dis parce que c'est vrai. Après le mariage,
Ils s'étaient installés dans un appartement que nous leur avions aidé à acheter. 120 mètres carrés dans le 6e arrondissement, vue sur le parc de la Tête d'Or. Alain avait avancé une partie de l'héritage, pour qu'ils démarrent bien dans la vie, avait-il dit. J'allais les voir souvent. Trop souvent, peut-être. Mais Chloé me disait toujours « Maman, tu ne déranges jamais. Viens quand tu veux. » Quand elle est tombée enceinte, j'ai pleuré de joie. Un petit-fils, notre lignée qui continuait. J'avais tricoté des couvertures, acheté des livres sur les grands-mères modernes, préparé une chambre chez nous pour les week-ends. Alain avait installé un lit à barreaux près de notre chambre. « Tu en fais trop, Maïwen », disait-il parfois. Mais il souriait quand il le disait. Le jour où Léon est né, j'étais à la clinique avant même Thomas. Chloé avait voulu que je sois là, dans la salle d'accouchement, à côté d'elle. « Maman, ne me lâche pas la main. Jamais, mon cœur. » Quand j'ai entendu les premiers cris de Léon, j'ai su que ma vie venait de changer à nouveau. Ce petit être rouge et fragile, c'était une partie de moi qui continuait. Une partie de ma fille. Je l'avais bercée pendant des heures. Chloé dormait, épuisée. Thomas était parti chercher du café. Et moi, seule avec mon petit-fils, j'avais chanté la même berceuse que je chantais à Chloé il y a 40 ans. Dors, mon enfant, dors. Les premiers mois avaient été merveilleux. J'allais chez eux 3 fois par semaine. J'aidais avec les lessives, les biberons, les nuits difficiles. Chloé était fatiguée, irritable parfois. C'était normal. Être jeune maman, ce n'est pas facile. « Maman, tu es ma bouée de sauvetage », me disait-elle. Je souriais. J'étais heureuse d'être utile. Et puis est venu le baptême. J'avais tout organisé, tout préparé. La maison décorée, le traiteur, les invitations. Chloé m'avait laissé faire. « Maman, tu as toujours eu si bon goût. Fais ce que tu veux. » J'avais pris ça comme un compliment. Assise dans ma cuisine, 1 mois après cette journée, avec les photos sur mon téléphone, je regardais ce passé heureux et je me demandais à quel moment tout avait-il changé, à quel moment ma fille, ma lumière, mon miracle, était-elle devenue quelqu'un capable de me droguer pendant la fête de son propre fils? J'ai touché la petite tasse en porcelaine posée devant moi, celle que Chloé m'avait offerte pour la fête des mères il y a 10 ans. Dessus, il y avait écrit « À la meilleure maman du monde ». J'ai bu mon thé froid et j'ai pleuré en silence. Alain est rentré vers 18 heures. Je l'ai entendu poser ses clés sur le meuble de l'entrée. Son pas habituel, lourd, fatigué. « Maïwen, tu es là ?» J'ai essuyé mes yeux rapidement. J'ai glissé mon téléphone dans la poche de mon cardigan. Dans la cuisine. Il est entré en desserrant sa cravate. 69 ans, mais toujours élégant. Les cheveux gris bien coiffés, la chemise impeccable. Mon mari avait toujours eu cette prestance naturelle qui rassurait les gens. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé en m'embrassant distraitement sur le front. « Bien. Et ton golf ? Pas terrible. Michel m'a battu encore une fois. » Il a ri. J'ai souri. Mais mon sourire ne montait pas jusqu'à mes yeux. Il n'a rien remarqué. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai failli tout lui dire. 3 fois, j'ai ouvert la bouche. 3 fois, je me suis arrêtée, parce que quelque chose en moi résistait. Une petite voix qui disait « Et si tu te trompes ? Et si ce n'était pas ce que tu crois ? Et si tu détruis tout pour rien ?» Mais je n'avais pas rêvé ces photos. Alain mangeait sa blanquette de veau en lisant Le Figaro sur son iPad, comme tous les soirs. Nous mangions en silence depuis des années. Ce n'était pas un silence pesant. C'était juste l'habitude, le confort des vieux couples. Sauf que ce soir-là, ce silence me brûlait. Alain, MMH, il n'a pas levé les yeux. « Tu te souviens du baptême ? Quand je me suis senti mal ?» Là, il a relevé la tête. « Oui, tu avais trop bu. Pourquoi ? Tu es sûr que c'était ça ?» Il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai hésité. Mon cœur battait trop fort. Je ne sais pas. J'ai juste trouvé ça bizarre. Je n'avais pas bu tant que ça. » Alain a soupiré. Ce soupir que je connaissais trop bien. Celui qui voulait dire « Ne commence pas avec tes inquiétudes. Maïwen, tu as 67 ans. Ce n'est plus comme avant. L'alcool te monte plus vite à la tête. C'est normal. Mais il n'y a pas de mais. Tu t'es reposé. Tout s'est bien passé. Arrête de te torturer pour rien. » Il a replongé dans son journal. J'ai regardé mon assiette et je n'ai rien dit de plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Alain ronflait à côté de moi, paisiblement, sans savoir que ma vie venait de basculer. Je regardais le plafond et je repassais cette journée dans ma tête. Encore et encore. Le baptême avait été parfait. Trop parfait, peut-être. En y repensant, il y avait eu des petits détails, des choses que je n'avais pas remarquées sur le moment.
ou que j'avais choisi de ne pas voir. Quand j'étais arrivée le matin pour tout préparer, Chloé m'avait accueillie avec un sourire un peu crispé. « Maman, tu n'aurais pas dû te lever si tôt. Mais ma chérie, il y a tellement à faire. Thomas et moi, on aurait pu gérer. » Elle avait dit ça gentiment. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose que je n'avais pas voulu entendre. Puis, pendant que je disposais les fleurs dans le salon, j'avais entendu Chloé parler au téléphone dans la cuisine. « Non, maman s'occupe de tout, comme d'habitude. » Un silence. « Je sais. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je lui dis non, elle va être vexée. » Un autre silence. « Oui, je sais qu'elle en fait trop. Mais c'est elle. Elle a toujours été comme ça. » Sa voix était fatiguée, résignée. J'étais restée immobile derrière la porte, une rose blanche dans la main. Elle en fait trop. Ces mots m'avaient fait mal, mais je m'étais dit que c'était juste la fatigue, une jeune maman épuisée. Rien de plus. Plus tard, pendant la fête, j'avais voulu prendre Léon dans mes bras. Il pleurait un peu. Chloé était occupée avec les invités. « Viens, mon ange. Mamie est là. » Thomas était intervenu, doucement mais fermement. « Maïwen, laissez-le. Il doit s'habituer à d'autres bras. Vous le prenez tout le temps. » J'avais ri, mais c'était un rire jaune. « Je suis sa grand-mère, Thomas. C'est normal que je le prenne dans mes bras. » Bien sûr, mais peut-être pas à chaque fois qu'il pleure. Il m'avait souri. Ce sourire poli et froid qu'il avait toujours avec moi. Chloé s'était approchée. « Maman, Thomas a raison. Tu es adorable, mais il faut que Léon apprenne à se calmer tout seul aussi. » Elle m'avait pris le bébé des bras, gentiment, mais elle me l'avait pris quand même. J'avais eu l'impression d'être une étrangère dans la vie de mon propre petit-fils. Et puis il y avait eu ce moment précis que je n'arrivais pas à oublier. J'étais dans la cuisine, en train de remplir les verrines pour le dessert. La belle-mère de Thomas était entrée. Brigitte, une femme sèche et élégante, toujours impeccablement habillée. Elle m'avait regardé avec un petit sourire en coin. « Maïwen, vous en faites toujours autant? Pardon? Pour les fêtes, vous organisez toujours tout comme ça? » Eh bien, oui, j'aime que les choses soient belles. C'est admirable. Vraiment. Moi, je laisse ma fille vivre sa vie. Je trouve que c'est important de ne pas être trop envahissante. Le mot était tombé comme une pierre. Envahissante. J'avais continué à remplir mes verrines sans répondre, mais mes mains tremblaient légèrement. Brigitte avait pris une fraise dans le saladier. Mais bon, chacune sa méthode. Je suis sûre que Chloé apprécie, même si parfois les jeunes couples ont besoin d'autonomie, vous comprenez? Elle était repartie avec son sourire poli. J'étais restée seule dans la cuisine, avec mes verrines, et cette sensation étrange qu'on venait de me gifler sans lever la main. Allongée dans mon lit, toutes ces scènes revenaient, comme des pièces d'un puzzle que je n'avais pas voulu assembler. Elle en fait trop, envahissante. Il faut que Léon apprenne à se calmer tout seul. Et cette phrase de Chloé, pendant que je dormais sur le canapé, groggy, humiliée devant tout le monde, « Maman, tu ne tiens plus l'alcool comme avant ?» Tout le monde avait ri, sauf Thomas. Lui, il avait juste hoché la tête, comme s'il approuvait. Je me suis tournée vers Alain. Il dormait profondément. J'ai murmuré dans le noir. Et si ce n'était pas la première fois? Parce que, maintenant que j'y pensais, il y avait eu d'autres moments étranges ces derniers mois. Ce déjeuner de famille où je m'étais sentie nauséeuse après le dessert. Chloé m'avait servi une part de tiramisu, elle-même. « Tiens, maman, j'ai gardé la plus grosse part pour toi. » J'avais été touchée. Et puis, 1 heure plus tard, j'avais dû m'allonger. Des vertiges, une fatigue brutale. « Maman, tu devrais consulter. Ce n'est pas normal d'être fatiguée comme ça. » Et ce soir où j'avais gardé Léon, Chloé m'avait préparé un thé avant de partir au cinéma avec Thomas. « Bois-le tant qu'il est chaud, maman. » J'avais bu, et je m'étais endormie dans le fauteuil. Profondément, tellement profondément que je n'avais même pas entendu Léon pleurer. Quand Chloé était rentrée, elle m'avait réveillée d'un ton sec. « Maman, Léon a pleuré pendant 21 minutes. Tu dormais comme une masse. Je suis désolée, ma chérie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu te fatigues trop. À ton âge, c'est normal. Peut-être que garder Léon, c'est trop pour toi. » Sur le moment, je m'étais sentie coupable, vieille, inutile. Mais maintenant, avec ces photos sous les yeux, maintenant, je comprenais. J'ai pris mon téléphone. 3 heures du matin. J'ai ouvert les photos encore une fois. Le geste de Chloé était net, précis, calculé. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. C'était voulu. Et là, dans le silence de la nuit, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas ma fille, pas mon miracle, pas elle. Mais les preuves étaient là, froides, irréfutables.
Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le lendemain matin, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai préparé le petit déjeuner, du café pour Alain, des tartines beurrées, de la confiture d'abricot maison, les mêmes gestes que depuis 43 ans de mariage. Alain lisait son journal. Je regardais mes mains trembler légèrement en versant le café. « Tu vas voir Chloé aujourd'hui » a-t-il demandé sans lever les yeux. Mon cœur s'est serré. Je ne sais pas. Pourquoi? Elle a appelé hier soir pendant que tu dormais. Elle voulait savoir si tu pouvais garder Léon cet après-midi. Thomas et elle ont un rendez-vous chez le notaire. Chez le notaire. Le cabinet d'Alain. Quel genre de rendez-vous? Alain a haussé les épaules. Je ne sais pas. Elle n'a pas voulu me le dire. Elle a demandé mon associé, Jean-Marc, pas moi. Il a souri, un peu vexé. Apparemment, papa n'est pas assez professionnel pour s'occuper des affaires de sa propre fille. Il a dit ça sur le ton de la plaisanterie. Mais j'ai vu une ombre passer dans ses yeux. J'ai rappelé Chloé vers 10 heures. Ma main tremblait en composant le numéro. « Allô, maman ?» Sa voix était légère, normale, comme si rien ne s'était passé. « Bonjour, ma chérie. Papa m'a dit que tu voulais que je garde Léon cet après-midi ? Oui, si tu peux. Je sais que je te demande toujours au dernier moment. » Non, non, ça me fait plaisir. Silence. « Maman, ça va ? Tu as une drôle de voix. » Mon cœur battait trop fort. « Oui, oui, je suis juste un peu fatiguée. »« Encore ? Maman, tu devrais vraiment consulter. Ce n'est pas normal d'être fatiguée tout le temps. » Ce n'est pas normal. J'ai serré le téléphone. « Je vais bien, Chloé. À quelle heure tu veux que je vienne ? 14 heures, ça va ? Parfait. Merci, maman. Tu es un ange. » Elle a raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone dans la main, avec cette sensation terrible qu'on me manipulait. Encore. Mais j'ai respiré profondément. Et je me suis dit, peut-être que tu te trompes. Peut-être qu'il y a une explication. Je suis arrivée chez Chloé à 14 heures précises. Elle m'attendait dans l'entrée, déjà habillée. Un tailleur noir élégant, les cheveux tirés en chignon. Elle ressemblait à ces jeunes femmes de la haute bourgeoisie lyonnaise. Impeccable, inaccessible. « Entre, maman. Léon dort encore. » Je l'ai embrassée. Elle m'a rendu mon baiser. Sur la joue. Vite, froidement. Thomas est descendu de l'étage. Costume gris. Mallette à la main. « Bonjour, Maïwen. »« Bonjour, Thomas. » Il a regardé sa montre. « On y va, Chloé ? On va être en retard. »« J'arrive. » Elle s'est tournée vers moi. « Il y a des biberons préparés dans le frigo. Il devrait dormir encore 1 heure. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. »« Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout ira bien. » Elle a hésité. Puis, « Maman ? Oui ? Merci. Vraiment. Je sais que je te sollicite beaucoup en ce moment. » Elle a souri. Un sourire fatigué. « Tu es la meilleure grand-mère du monde. » Et elle est partie. Je me suis retrouvée seule dans leur appartement, avec Léon qui dormait à l'étage, et ce silence pesant qui m'entourait. J'ai regardé autour de moi, leur salon, meublé avec goût, canapé en cuir beige, table basse en marbre, des photos encadrées sur les étagères, leur mariage, la naissance de Léon, une photo de nous 4, prise l'été dernier en Provence. Nous avions l'air heureux, nous avions l'air d'une famille normale. Mais je savais maintenant que quelque chose ne tournait pas rond, quelque chose que je ne comprenais pas encore. J'ai fait ce que je n'aurais jamais dû faire. J'ai fouillé, pas pour espionner, pas par curiosité malsaine, mais parce que j'avais besoin de comprendre. J'ai commencé par la cuisine. J'ai ouvert les placards, les tiroirs, rien d'inhabituel, de la vaisselle, des couverts, des épices bien rangées. Puis, je suis passée au salon. J'ai regardé dans les tiroirs du buffet, des papiers administratifs, des factures, des relevés bancaires. Et là, j'ai trouvé quelque chose, une enveloppe, non cachetée, adressée à Thomas et Chloé, de la part du cabinet notarial Bruno & Associés. J'ai hésité, mes mains tremblaient, et puis j'ai ouvert. C'était un document juridique, complexe, avec des termes que je ne comprenais pas tous, mais certains mots ressortaient. Donation anticipée, réserve héréditaire, clause d'exclusion, bénéficiaire unique. J'ai relu 3 fois, lentement. Il s'agissait d'une demande de consultation juridique concernant l'héritage d'Alain et le mien. Plus précisément, il voulait savoir comment maximiser la part de Chloé, comment réduire les impôts, comment s'assurer que tout leur revienne. Le document datait de 3 mois, 3 mois avant le baptême. Mon sang s'est glacé. J'ai continué à lire. Il y avait des annotations manuscrites dans la marge, de la main de Thomas. Convaincre Alain de donner l'appartement maintenant ? Maïwen, assurance vie à vérifier. Donation avant 70 ans, avantage fiscal. Et en bas de page, souligné 2 fois,
Éviter que monsieur refuse. Stratégie à définir. Monsieur Maïwen. Moi. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Ils voulaient notre argent. Non. Ils voulaient que nous leur donnions tout. Maintenant. Avant notre mort. Et ils cherchaient une stratégie pour me convaincre. Ou me contourner. J'ai pensé à tous ces moments où Chloé m'avait parlé de leurs difficultés financières. Maman, l'appartement nous coûte cher. Les charges ont encore augmenté. Maman, la crèche privée pour Léon, c'est 2000 € par mois, on ne s'en sort pas. Maman, Thomas réfléchit à ouvrir son propre cabinet, mais il faudrait un apport important. À chaque fois, j'avais proposé de les aider. On va vous donner un peu d'argent, ma chérie, pour vous soulager. Non, maman, on ne veut pas vous déranger. Vous avez déjà tellement fait. Mais elle n'avait jamais vraiment refusé. Elle acceptait, avec ce mélange de gratitude et de gêne qui me touchait à chaque fois. L'année dernière, nous leur avions donné 30 000 € pour des travaux dans l'appartement, avait dit Chloé. 6 mois plus tard, encore 20 000 pour la voiture de Thomas. Alain commençait à trouver que c'était beaucoup. Mais je le calmais. Ce sont nos enfants, Alain. C'est normal de les aider. Oui, mais à ce rythme-là, il ne restera plus grand-chose pour nous. Ne sois pas égoïste. Nous avons largement de quoi vivre. Maintenant, avec ce document dans les mains, je comprenais. Ce n'était pas assez. Ils voulaient tout, et ils avaient peur que je dise non. Alors ils cherchaient une stratégie. Éviter que monsieur refuse. Léon s'est mis à pleurer à l'étage. Je me suis levée comme un automate. J'ai remis le document dans l'enveloppe, exactement comme je l'avais trouvé. Et je suis montée. Dans sa chambre, Léon pleurait dans son lit à barreaux, ses petits poings serrés, son visage rouge. Je l'ai pris dans mes bras. Il s'est calmé aussitôt. Son petit corps chaud contre moi. Son odeur de lait et de savon doux. Chut, mon ange. Mamie est là. Il m'a regardé avec ses grands yeux bleus. Les yeux de Chloé quand elle était bébé. Et j'ai pleuré. Parce que je l'aimais. Parce que j'aimais sa mère. Parce que j'avais tout donné à cette famille. Et maintenant, je découvrais qu'on me voyait comme un obstacle. Comme quelqu'un qu'il fallait manipuler, droguer, humilier. Pour de l'argent. J'ai donné son biberon à Léon. Je l'ai bercé. Je lui ai chanté sa berceuse préférée. Dors, mon enfant, dors. Et pendant qu'il s'endormait dans mes bras, je me suis demandé comment une mère peut-elle en arriver là? Comment une fille que j'ai portée, nourrie, aimée plus que tout au monde, peut-elle me faire ça? Quand Chloé et Thomas sont rentrés vers 18 h, j'étais assise dans le salon. Léon dormait dans son transat. Tout s'est bien passé, maman? Oui, très bien. Elle m'a embrassée. Tu es adorable. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Thomas a posé sa mallette. Il m'a regardé brièvement. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de froid, de calculateur. Maïwen, vous voulez rester dîner? Non, merci. Alain m'attend. Comme vous voulez. Je suis partie rapidement, trop rapidement. Dans la voiture, j'ai serré le volant. Et j'ai réalisé quelque chose de terrible. J'avais peur de ma propre fille, peur de ce qu'elle était capable de faire. Mais la partie la plus douloureuse, c'est que je ne disais rien. Je rentrais chez moi. Je souriais à Alain. Je continuais à vivre comme si tout allait bien, parce que j'avais honte d'avoir élevé quelqu'un capable de ça, honte d'admettre que ma fille parfaite, mon miracle, était en train de me détruire petit à petit, honte de briser notre famille si je parlais. Alors j'ai fait ce que font toutes les mères qui aiment trop. Je me suis tue, j'ai avalé ma douleur, et j'ai continué à sourire, parce que c'est ce qu'on attend d'une bonne mère, n'est-ce pas? Qu'elle se sacrifie, qu'elle pardonne, qu'elle se taise, même quand on l'empoisonne, même quand on la vole, même quand on la détruit. Les semaines qui ont suivi ont été un calvaire silencieux. Je continuais ma vie, je souriais, je répondais aux appels de Chloé, je gardais Léon, je préparais des repas, je faisais semblant. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Chaque fois que je voyais ma fille, je cherchais des signes, des preuves, une explication qui pourrait tout remettre en place. Quelque chose qui me dirait « Tu te trompes, Maïwen, tu as mal compris ». Mais plus j'observais, plus je voyais. Un mardi après-midi, Chloé m'a invité à déjeuner, juste nous deux, au café où nous allions souvent, près du parc de la Tête d'Or. « Maman, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment ensemble, juste toi et moi ». Elle avait dit ça avec son sourire d'avant, celui de la petite fille qui venait se blottir contre moi après un cauchemar. J'avais accepté, parce qu'une partie de moi espérait encore, espérait retrouver ma fille. Nous nous sommes installés en terrasse, le soleil de mai était doux, les marronniers étaient en fleurs, tout était beau, trop beau. Chloé a commandé une salade, moi, une quiche lorraine.
et un verre de vin blanc. « Maman, tu bois du vin en journée maintenant ?» Sa voix était légère, mais il y avait quelque chose dedans, quelque chose de pointu. « C'est juste un verre, ma chérie. »« Oui, bien sûr. Mais tu sais, avec ce qui s'est passé au baptême ?» Elle a laissé sa phrase en suspens. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Eh bien, tu t'es endormie, devant tout le monde. C'était un peu embarrassant. Mon cœur s'est serré. Je ne me suis pas endormie parce que j'avais bu trop, Chloé. »« Ah non ?» Elle me regardait, ses yeux bleus, les mêmes que les miens. « Non, je pense que j'étais juste fatiguée. Ou alors, tu ne supportes plus l'alcool comme avant. À ton âge, c'est normal. Papa aussi ne boit presque plus. À ton âge. » Ces mots revenaient sans cesse, comme un poison lent. « J'ai 67 ans, Chloé, pas 90. » Elle a souri, un sourire patient. Le sourire qu'on réserve aux personnes âgées qui ne veulent pas admettre leur fragilité. « Je sais, maman. Mais justement, il faut que tu fasses attention. » Le serveur a apporté nos plats et mon verre de vin. J'ai regardé ce verre et quelque chose en moi a hésité. Chloé parlait de Léon, de ses nuits, de ses progrès. Je l'écoutais à peine. Je fixais mon verre. « Maman, tu m'écoutes ?»« Oui, oui. Pardon. Tu es bizarre en ce moment. »« Non, Si, tu es distante, préoccupée. Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Elle avait posé sa main sur la mienne, cette main que j'avais tenue des milliers de fois, quand elle apprenait à marcher, quand elle avait peur, quand elle pleurait. « Non, ma chérie, tout va bien. Tu es sûre ?»« Oui. » Mensonge. Je n'ai pas bu mon verre de vin. Je l'ai laissé là, intouché, pendant tout le déjeuner. Chloé l'a remarqué. « Tu ne le bois pas ?»« Non. Finalement, je n'ai pas soif. Dommage. C'est un excellent blanc. » Elle a souri, et j'ai eu l'impression, juste une seconde, de voir autre chose dans ses yeux, quelque chose de sombre. Mais peut-être que je devenais paranoïaque. À la fin du repas, Chloé a insisté pour payer. « Non, maman, c'est moi qui t'invite. Mais, s'il te plaît, laisse-moi faire plaisir à ma mère. » Elle a souri, et j'ai cédé, comme toujours. En rentrant chez moi, j'ai appelé le cabinet notarial. J'ai demandé à parler à Jean-Marc, l'associé d'Alain. « Maïwen, que puis-je faire pour vous ?»« Jean-Marc, je voulais savoir, ma fille et mon gendre sont venus vous consulter récemment ?» Silence. « Maïwen, vous savez que je ne peux pas parler des dossiers de mes clients, même s'il s'agit de votre fille. Je sais, mais c'est important. Est-ce qu'Alain est au courant de cet appel ? Non. » Nouveau silence. « Maïwen, si vous avez des questions sur votre patrimoine, vous devriez en parler avec votre mari, et éventuellement avec votre fille directement. Donc, ils sont bienvenus vous voir. » Je n'ai pas dit ça. Vous ne l'avez pas nié non plus. Il a soupiré. « Maïwen, je suis désolé. Je ne peux vraiment pas vous en dire plus. Secret professionnel. »« D'accord. Merci quand même, Jean-Marc. » J'ai raccroché. Mon intuition était confirmée. Ils avaient bien consulté. Et Jean-Marc ne pouvait rien me dire. Mais son silence en disait long. Le soir même, Alain m'a annoncé quelque chose. « Maïwen, il faut qu'on parle. » Nous étions dans le salon. La télévision était éteinte. C'était rare. Alain aimait regarder les informations après le dîner. « De quoi ? » ?»« De notre patrimoine. » Mon cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'est assis à côté de moi. Il avait l'air sérieux, presque gêné. Chloé et Thomas m'ont parlé. Ils ont réfléchi à notre situation et ils pensent qu'il serait sage de commencer à organiser la transmission de nos biens, maintenant, plutôt que d'attendre. Pourquoi maintenant ? Pour des raisons fiscales. Si on leur donne une partie de notre patrimoine avant nos 70 ans, ils paieront beaucoup moins d'impôts. C'est logique. Alain, tu as 69 ans. Moi, 67. On n'est pas en fin de vie. Je sais, mais justement, c'est le bon moment. Le bon moment pour qui ? Il m'a regardé, surpris. Pour Chloé, pour notre fille, pour qu'elle n'ait pas de difficultés financières plus tard. Elle a déjà un appartement que nous avons payé en grande partie. Elle a une voiture. Elle a tout. Oui, mais elle et Thomas veulent investir, ouvrir un cabinet d'avocats, acheter une maison plus grande pour Léon. Ils ont des projets. Et nous ? Nous ? Oui, nous. Est-ce qu'on a pensé à nous ? Alain a froncé les sourcils. Maïwen, qu'est-ce qui te prend ? On a largement de quoi vivre. La maison est payée. Nos retraites sont confortables. On n'a besoin de rien. Peut-être, mais ce n'est pas la question. Alors c'est quoi, la question ? J'ai hésité. Les mots se bousculaient dans ma tête. La question, c'est qu'on nous demande de donner notre argent maintenant, avant notre mort, comme si on était déjà mort, comme si on n'existait plus. Ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ridicule, Alain. Je suis lucide. Il s'est levé, agacé. Maïwen, je ne te reconnais plus. Depuis quelques semaines,
Tu es étrange, distante, méfiante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli tout lui dire. Les photos, le document, mes soupçons. Mais je me suis tue, parce que je savais qu'Alain ne me croirait pas. Parce qu'Alain avait toujours adoré Chloé. Elle était sa fierté, sa petite fille parfaite. Il ne verrait jamais ce que je voyais. Rien. Il ne se passe rien. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. C'est du bon sens. Alain, s'il te plaît, laisse-moi un peu de temps. Il a soupiré. Ce soupir lourd que je connaissais trop bien. D'accord, prends ton temps, mais ne fais pas attendre Chloé trop longtemps. Et il est sorti de la pièce. Je suis restée seule dans le salon, avec cette sensation terrible d'être acculée. Chloé avait déjà parlé à son père. Elle avait planté les graines, et Alain était convaincu. Maintenant, c'était moi l'obstacle. Éviter que monsieur refuse. Ils étaient en train de m'isoler, de me faire passer pour une vieille femme égoïste qui ne pense pas à l'avenir de sa fille. 2 jours plus tard, Chloé est venue à la maison, sans prévenir. « Bonjour maman. »« Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te parler. Papa m'a dit que tu n'étais pas d'accord pour la donation. » Elle est entrée dans le salon. Elle s'est assise, calme, posée. « Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, ma chérie. C'est juste que... » « Que quoi? Que j'ai besoin de comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? » « Ce n'est pas une urgence, maman. C'est juste de la planification intelligente. Mais vous n'avez pas de problème d'argent. Nous vous aidons déjà beaucoup. Oui, et on vous en est reconnaissant. Mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Pas suffisant pourquoi? Pour nos projets, pour l'avenir de Léon, pour vivre correctement. Vous vivez dans un appartement de 120 mètres carrés dans le 6e arrondissement de Lyon. Thomas est avocat. Toi, tu as arrêté de travailler, mais tu pourrais reprendre si vous aviez vraiment besoin. Elle m'a regardée, et dans ses yeux, j'ai vu de la colère. Reprendre? Maman, j'ai un enfant. Je ne peux pas reprendre comme ça. Et puis, pourquoi devrais-je travailler alors que vous avez les moyens de nous aider? Parce que nous ne sommes pas une banque, Chloé. Le silence est tombé comme une gifle. Elle s'est levée. Je vois. Chloé, attends. Non, maman. C'est clair. Tu ne veux pas nous aider. Tu préfères garder ton argent pour toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Elle a pris son sac. Tu sais quoi? J'ai toujours pensé que tu étais une mère généreuse. Mais là, je me rends compte que tu es juste égoïste. Chloé! Mais elle était déjà partie. Je suis restée debout dans le salon, tremblante. Ma fille venait de me traiter d'égoïste. Ma fille, à qui j'avais tout donné depuis le jour de sa naissance. Ma fille, pour qui j'aurais donné ma vie. Et là, j'ai compris. La manipulation ne s'arrêterait jamais. Tant que je serais un obstacle, elle continuerait. Elle me droguerait. Elle me volerait. Elle me détruirait psychologiquement, jusqu'à ce que je cède, ou jusqu'à ce que je disparaisse. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché les numéros de nos comptes en banque, nos placements, nos assurances vie. J'ai tout noté, tout vérifié. Et j'ai compris l'ampleur de ce qu'il voulait. Notre maison valait environ 800 000 €. Nos placements, 400 000. Les assurances vie, 200 000. Au total, 1 400 000 €. Et il voulait tout. Maintenant, j'ai regardé les photos du baptême une nouvelle fois. Le geste de Chloé. Si précis, si calculé. Et j'ai compris quelque chose d'horrible. Si j'avais eu un malaise grave ce jour-là, si j'avais été hospitalisée, on m'aurait déclaré sénile, inapte, incapable de gérer mes affaires, et Alain aurait signé la donation sans moi. C'était ça, le plan. Me faire passer pour une vieille femme fragile, confuse, malade, pour me contourner. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai passé 3 jours sans parler à personne. 3 jours enfermée dans ma propre maison, avec mes pensées qui tournaient en boucle. Alain me demandait ce qui n'allait pas. Je répondais que j'avais mal à la tête, que j'étais fatiguée. Les mêmes excuses que d'habitude. Il finissait par me laisser tranquille. Le 4e jour, j'ai reçu un message de Chloé. « Maman, on peut se voir? J'ai besoin de te parler. C'est important. Viens demain à la maison vers 15 h. Thomas sera là aussi. » Mon estomac s'est noué. Thomas sera là aussi. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. J'ai hésité toute la nuit. Une partie de moi voulait refuser, prendre mes distances. Mais l'autre partie, celle de la mère, avait besoin de comprendre. Besoin d'entendre ma fille s'expliquer. Peut-être qu'il y avait encore une chance. Peut-être que je m'étais trompée. Peut-être. Je suis arrivée chez eux le lendemain à 15 h précises. Chloé m'a ouvert. Elle était habillée simplement. Pantalon noir,
Pull en cachemire beige. Pas de sourire. Entre, maman. Thomas était assis dans le salon. Costume gris. Les mains croisées sur les genoux. Il m'a fait un signe de tête. Bonjour, Maïwen. Bonjour, Thomas. Assieds-toi, s'il te plaît. Sa voix était froide, professionnelle, comme s'il présidait une réunion. Je me suis assise sur le canapé. Chloé s'est installée à côté de son mari, face à moi. Le silence était pesant. C'est Thomas qui a parlé en premier. Maïwen, nous voulions vous parler de la situation patrimoniale. Quelle situation? La donation dont Alain vous a parlé. Nous avons l'impression que vous bloquez, et nous aimerions comprendre pourquoi. J'ai regardé ma fille. Elle évitait mon regard. Je ne bloque pas. Je réfléchis. Depuis combien de temps? Depuis que vous m'en avez parlé. C'était il y a 2 semaines. Et alors? Thomas a soupiré. Maïwen, soyons honnêtes. Cette donation, c'est dans votre intérêt autant que dans le nôtre. Fiscalement, c'est le moment idéal. Plus vous attendez, plus Chloé paiera d'impôts à votre décès. Je ne compte pas mourir tout de suite. Personne ne dit ça. Mais il faut être prévoyant. Prévoyant. J'ai répété ce mot lentement. Ou pressé? Thomas a froncé les sourcils. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien. Je constate juste que vous êtes très pressé de récupérer notre argent. Chloé a enfin parlé. Sa voix était tendue. Maman, ce n'est pas récupérer. C'est organiser. C'est différent. Vraiment? Oui. Alors pourquoi vous avez consulté le notaire sans m'en parler? Silence. Thomas et Chloé se sont regardés rapidement. Comment tu sais ça? A demandé Chloé. Peu importe. Je le sais. Qui te l'a dit? Papa? Non? Alors qui? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous avez fait des démarches dans notre dos. Thomas s'est penché en avant. Nous n'avons rien fait dans votre dos. Nous avons juste pris des renseignements. C'est notre droit. Votre droit. J'ai senti la colère monter en moi. Une colère froide, calme. Et c'est aussi votre droit de me droguer? Le mot est tombé comme une bombe. Chloé est devenue blanche. Quoi? Tu m'as entendu? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Le baptême de Léon. Les photos. Je t'ai vu. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Thomas, lui, est resté impassible. Trop impassible. Maïwen, je crois que vous divaguez. Je ne divague pas. J'ai les photos. Le photographe a tout capturé. Quelle photo? Celle où ma fille verse quelque chose dans mon verre, pendant la fête. Chloé s'est levée d'un bond. C'est ridicule. Non, c'est la vérité. Maman, tu deviens paranoïaque? Peut-être, ou peut-être que je commence enfin à voir clair. Thomas s'est levé aussi. Il a posé une main sur l'épaule de Chloé. Un geste de contrôle, pas de réconfort. Maïwen, écoutez-vous. Vous accusez votre propre fille de vous avoir drogué. Vous rendez-vous compte de la gravité de ce que vous dites? Oui. Et vous avez des preuves? Les photos. Montrez-les-nous. J'ai hésité. Mon téléphone était dans mon sac. J'aurais pu les montrer. Mais quelque chose me retenait. Non. Pourquoi? Parce que vous les détruiriez. Thomas a ri. Un rire court, méprisant. Vous voyez? Vous êtes dans une paranoïa totale. Chloé s'est approchée de moi. Ses yeux étaient remplis de larmes. Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quelques semaines, tu es bizarre, distante, et maintenant, tu m'accuses de choses horribles. Je t'accuse parce que c'est vrai. Non, elle a crié, fort. Léon s'est mis à pleurer à l'étage. Chloé a fermé les yeux, puis elle m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la haine. Maman, je crois que tu devrais consulter. Vraiment. Consulter? Oui, un médecin, un neurologue. Parce que là, franchement, tu as des comportements inquiétants. Thomas a acquiescé. Chloé a raison. Ces accusations, cette paranoïa, ce sont des signes. Des signes de quoi? De déclin cognitif. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Déclin cognitif. C'était ça, leur stratégie. Me faire passer pour folle, pour sénile, pour incapable. Je ne suis pas folle. Personne ne dit que tu es folle, maman. Mais tu n'es plus toi-même. Si, je suis exactement moi-même. Pour la première fois depuis longtemps. Je me suis levée. J'ai pris mon sac. Où tu vas? A demandé Chloé. Je rentre chez moi. Maman, attends. On n'a pas fini de parler. Si, on a fini. Et la donation? Je me suis retournée. Il n'y aura pas de donation. Chloé est devenue rouge. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Mais papa est d'accord. Papa signera ce qu'il veut. Moi, je ne signerai rien. Tu n'as pas le droit. Si, j'ai tous les droits. C'est mon argent, ma maison, ma vie. Thomas s'est avancé vers moi. Son visage était dur. Maïwen, vous faites une grosse erreur.
La seule erreur que j'ai faite, c'est de vous faire confiance. Je suis sortie de leur appartement. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait trop fort. Mais j'avais fait ce que je devais faire. J'avais dit la vérité. Dans ma voiture, j'ai pleuré. Longtemps, fort. Parce que je venais de perdre ma fille. Ou plutôt, je venais de réaliser que je l'avais perdue depuis longtemps. La petite fille qui me tenait la main, qui me disait « Maman, tu es ma meilleure amie », qui riait dans mes bras. Cette petite fille n'existait plus. À sa place, il y avait une femme que je ne reconnaissais pas. Une femme capable de me droguer, de me manipuler, de me voler, pour de l'argent. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Alain dans son bureau. Il parlait au téléphone. Quand il m'a vu, il a raccroché rapidement. C'était qui? Thomas. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il voulait? Alain m'a regardé longuement. Puis il a dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, « Il m'a dit que tu devenais incontrôlable, que tu accusais Chloé de choses terribles, que tu refusais la donation sans raison valable. Et tu le crois? Je ne sais plus quoi croire, Maïwenn. » Il s'est levé. Il s'est approché de moi. « Thomas pense qu'on devrait te faire examiner, par un médecin, pour vérifier que tout va bien. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tu es étrange depuis des semaines, distante, méfiante. Tu accuses notre fille, notre propre fille, parce qu'elle m'a drogué, Alain. Tu l'as dit à Thomas. Il m'a dit, et c'est complètement fou. J'ai des preuves. Alors montre-les-moi. » J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert les photos. Je les lui ai montrées. Il a regardé, longuement, en silence. Puis il a dit, « Je ne vois rien. » « Oh, comment ça, tu ne vois rien? C'est là. Elle verse quelque chose dans mon verre. Je vois Chloé qui se penche. C'est tout. Regarde mieux. Maïwenn, arrête. » Il m'a rendu le téléphone. « Tu vois ce que tu veux voir, parce que tu es en train de devenir paranoïaque. » Je ne suis pas paranoïaque. Si, et ça me fait peur. Il est sorti de la pièce. Je suis restée seule, avec mes photos, mes preuves, qui ne prouvaient rien pour personne d'autre que moi. Et j'ai compris. J'étais seule, complètement seule. Ma fille me mentait. Mon mari ne me croyait pas. Et le monde entier pensait que je devenais folle. Ce soir-là, assise dans ma cuisine, j'ai bu mon thé dans la petite tasse en porcelaine, celle que Chloé m'avait offerte, à la meilleure maman du monde. J'ai regardé ces mots, longtemps, et j'ai pleuré, parce que je n'étais plus la meilleure maman du monde. J'étais juste un obstacle. Un obstacle qu'il fallait éliminer. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Alain ne me parlait presque plus. Il partait tôt le matin, rentrait tard le soir. Quand nous étions dans la même pièce, le silence était lourd, accusateur. Je savais qu'il était en contact avec Chloé. Je les entendais parfois au téléphone. Des conversations à voix basse, des soupirs, des silences éloquents. Il parlait de moi, j'en étais sûre. Un matin, Alain est entré dans la cuisine pendant que je prenais mon café. Il tenait une enveloppe à la main. Qu'est-ce que c'est? Un rendez-vous, chez le docteur Mercier. Le docteur Mercier, notre médecin de famille depuis 30 ans. Je n'ai pas besoin de voir un médecin. Si, Maïwenn, tu en as besoin. Alain, ce n'est pas négociable. Il a posé l'enveloppe sur la table. Puis, il est parti sans me regarder. Le rendez-vous était fixé pour le lendemain, à 10 heures. J'y suis allée, parce que je savais que si je refusais, ça serait utilisé contre moi. Elle refuse de consulter. Vous voyez bien qu'elle n'est pas dans son état normal. Le docteur Mercier m'a accueilli avec son sourire habituel, chaleureux, rassurant. « Maïwenn, comment allez-vous ?»« Bien. Alain m'a appelé. Il est inquiet. Je sais. Il m'a dit que vous aviez des comportements inhabituels, de la méfiance, des accusations envers votre fille. » J'ai senti mon estomac se nouer. « Ce ne sont pas des accusations sans fondement. Racontez-moi. » Alors je lui ai tout raconté. Les photos, le baptême, le malaise, la découverte du document notarial, les autres fois où je m'étais sentie bizarre après avoir bu ou mangé quelque chose que Chloé m'avait donné. Il m'a écouté, sans m'interrompre, en prenant des notes. Quand j'ai fini, il a posé son stylo. « Maïwenn, je vous connais depuis longtemps. Vous êtes une femme intelligente, équilibrée. Merci. Mais ce que vous me décrivez là, c'est préoccupant. Je sais. Non, je veux dire, c'est préoccupant pour vous. » Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ces soupçons, cette méfiance envers votre propre fille, ce sont des symptômes qui peuvent apparaître avec l'âge, surtout chez les personnes anxieuses. Je ne suis pas anxieuse, je suis lucide. La frontière est parfois mince. Il a ouvert un tiroir, il a sorti un papier. Je vais vous prescrire des analyses, prise de sang, scanner cérébral, pour vérifier que tout va bien. Je n'ai pas besoin de scanner. Maïwenn, s'il vous plaît,
Faites-le. Pour vous, pour Alain, pour Chloé. Je suis sortie de son cabinet avec l'ordonnance dans la main. Et cette sensation terrible qu'on était en train de me piéger. Si je refusais les examens, j'étais folle. Si je les faisais et qu'ils ne trouvaient rien d'anormal, j'étais quand même folle parce que mes accusations restaient sans preuve médicale. De toute façon, j'étais folle. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Madame Bruno ?»« Oui, c'est Alexandre Dubois, le photographe du baptême. » Mon cœur a bondi. « Oui, je me souviens. Madame, je vous appelle parce que quelque chose d'étrange est arrivé. »« Quoi ? Votre gendre, Thomas, est venu me voir hier. »« Thomas ? Oui. Il m'a dit qu'il voulait acheter toutes les photos du baptême, tous les fichiers bruts, pour un prix très généreux. 3 000 €. Mon sang s'est glacé. « Et vous les lui avez vendus ? » ?»« Non, j'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi payer 3 000 € pour des photos alors que je les avais déjà livrées ? Alors j'ai refusé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a insisté. Il m'a dit que c'était pour des raisons sentimentales, que sa femme voulait tous les originaux. Vous l'avez cru ? Non, pas une seconde. Et puis, il m'a demandé si je vous avais parlé récemment, si je vous avais montré quelque chose de particulier. Et vous avez répondu quoi ? Que ça ne le regardait pas. Alors il est devenu menaçant. Il m'a dit que si je parlais de certaines photos à qui que ce soit, il me poursuivrait en justice pour diffamation et atteinte à la vie privée. J'ai fermé les yeux. Monsieur Dubois, merci de m'avoir appelé. Madame Bruno, je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille, mais soyez prudente, cet homme est dangereux. Quand j'ai raccroché, j'ai compris. Il voulait détruire les preuves, et il voulait me faire taire. Le soir même, Alain m'a annoncé qu'il avait pris une décision. Maïwen, je crois qu'on devrait faire une pause. Une pause ? Oui, quelques semaines, pour que tu réfléchisses, pour que tu te calmes. Tu veux que je parte ? Non, moi, je vais partir. Mon cœur s'est brisé. Où ? Chez Chloé. Elle m'a proposé de rester dans leur chambre d'amis. Le temps que ça s'arrange. Le temps que ça s'arrange. J'ai répété ces mots lentement. Tu pars vivre chez la fille qui me détruit. Pour que ça s'arrange. Arrête avec ça, Maïwen ! Il avait crié. Pour la première fois en 43 ans de mariage. Oh, Chloé ne te détruit pas. C'est toi qui te détruis toute seule avec tes obsessions. Ce ne sont pas des obsessions. Si, et je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui accuse ma fille de crimes imaginaires. Ils ne sont pas imaginaires. Prouve-le. Je te l'ai montré. Tu m'as montré des photos floues, qui ne prouvent rien. Il est monté à l'étage. J'ai entendu des bruits de valises, de tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme. Je suis restée dans le salon, immobile. 20 minutes plus tard, il est descendu, une valise à la main, son manteau sur le bras. Alain, je t'appellerai. S'il te plaît, ne pars pas. J'ai besoin de temps, Maïwen. Et moi, j'ai besoin de toi. Il m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu de la pitié. Pas de l'amour, de la pitié. Je t'appellerai. Et il est parti. Je me suis assise sur le canapé. Dans cette maison où nous avions vécu pendant 40 ans, où nous avions élevé notre fille, où nous avions été heureux. Et maintenant, j'étais seule. Mon mari était parti vivre chez ma fille qui me détruisait, et personne ne me croyait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans la maison, j'ai regardé les photos accrochées au mur, notre mariage, la naissance de Chloé, ses premiers pas, son bac, son mariage, la naissance de Léon, toute une vie en images, une vie qui s'effondrait. Le lendemain matin, Chloé m'a appelé. Maman, papa m'a tout raconté. Je sais, je suis désolée que ça en soit arrivé là. Sa voix était calme, posée, presque compatissante. Vraiment ? Oui, tu es ma mère, je t'aime, mais tu as besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide, Chloé. J'ai besoin que tu arrêtes de me mentir. Silence. Tu vois, maman ? Tu recommences. Je ne recommence pas, je continue, parce que la vérité ne change pas. La vérité, c'est que tu es malade, et que tu refuses de l'admettre. Je ne suis pas malade. Si, et tant que tu ne l'admettras pas, on ne pourra pas t'aider. Je ne veux pas de votre aide. Alors tu vas finir seule, maman. C'est ça que tu veux. J'ai regardé autour de moi, ma cuisine vide, ma maison silencieuse, mon mari parti. J'étais déjà seule. Si c'est le prix de la vérité, oui, elle a soupiré. Très bien. Mais sache une chose, papa et moi, on va prendre soin de toi, que tu le veuilles ou non, parce que c'est notre devoir. Et elle a raccroché. Prendre soin de toi. Ces mots résonnèrent dans ma tête. Ce n'était pas une promesse, c'était une menace. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. Chloé appelait tous les jours, pour prendre des nouvelles, pour me dire qu'elle m'aimait,
pour me demander si j'avais fait mes analyses. Des appels doux, inquiets, manipulateurs. Alain appelait aussi, moins souvent, pour me dire qu'il allait bien, que Chloé prenait soin de lui, qu'il espérait que je me calmerais bientôt. Je me sentais étranglée, étouffée. Un soir, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres, sans timbre. Quelqu'un l'avait déposée directement. Je l'ai ouverte. C'était une lettre du cabinet d'avocats où travaillait Thomas. Madame Bruno, nous vous informons que notre client, Madame Chloé Moreau-Bruno, envisage d'engager une procédure de mise sous tutelle à votre encontre, motivée par votre état de santé mentale déclinant et votre incapacité à gérer vos affaires de manière raisonnable. Cette procédure sera engagée si vous continuez à refuser tout examen médical et à proférer des accusations diffamatoires à l'encontre de notre cliente. Nous vous conseillons vivement de consulter un médecin et de vous conformer aux recommandations de votre famille. Cordialement, Maître Thomas Moreau. J'ai relu cette lettre 3 fois. Mise sous tutelle. Il voulait me mettre sous tutelle pour prendre le contrôle total de mon argent, de ma maison, de ma vie. Et là, dans le silence de ma cuisine, j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais pas gagner. Si je me battais, il me ferait passer pour folle. Si je cédais, il prendrait tout. De toute façon, j'avais déjà tout perdu. Mon mari, ma fille, mon petit-fils, ma dignité. J'ai posé la lettre sur la table, à côté de ma tasse en porcelaine, à la meilleure maman du monde. Et j'ai pleuré, parce que je venais de comprendre que parfois, aimer ne suffit pas. Parfois, l'amour est une arme qu'on utilise contre vous. Et les personnes que vous aimez le plus sont celles qui peuvent vous détruire le plus profondément. Je suis restée seule dans cette maison pendant 3 jours, sans sortir, sans répondre au téléphone, sans manger presque. Je pensais, je réfléchissais, et petit à petit, la brume s'est dissipée. Le 3e soir, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai relu tous les documents que j'avais trouvés. J'ai regardé les photos encore une fois. J'ai fait des copies, des sauvegardes, sur plusieurs clés USB que j'ai cachées dans la maison. Puis j'ai écrit une lettre, une longue lettre, à la main, avec mon stylo plume. Celui qu'Alain m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. J'ai écrit toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai appelé mon propre avocat. Pas celui d'Alain, pas Jean-Marc, un avocat que je ne connaissais pas. Maître Isabelle Fontaine, une femme que j'avais trouvée sur Internet, spécialisée dans les affaires familiales et les successions. Madame Bruno, je vous écoute. Je lui ai tout raconté, calmement, factuellement, sans larmes, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit « Madame Bruno, ce que vous me décrivez est grave, mais je dois être honnête avec vous. Prouver une tentative d'empoisonnement à partir de photos, c'est très difficile. Je sais. Et si votre fille engage une procédure de mise sous tutelle, elle devra présenter des preuves médicales. Avez-vous fait les examens? Non. Pourquoi? Parce que si je les fais et qu'ils sont normaux, on dira quand même que je suis paranoïaque. Et si je refuse, on dira que je ne suis pas coopérative. De toute façon, je perds. Pas nécessairement. Elle s'est penchée en avant. Si vous faites les examens et qu'ils prouvent que vous êtes en pleine possession de vos moyens, ça bloque la procédure de tutelle. Ça vous protège juridiquement. D'accord. Ensuite, concernant votre patrimoine, vous êtes marié sous quel régime? Séparation de biens. Parfait. Ça veut dire que votre part vous appartient entièrement. Votre mari ne peut rien donner qui vous appartienne sans votre consentement. Même s'il signe seul? Non. Pour la maison, si elle est à vos 2 noms, il faut les 2 signatures. Pour vos comptes personnels, vos placements, vos assurances vie, il ne peut rien faire. J'ai senti un poids se lever. Donc je peux... Oui, vous pouvez protéger vos biens, modifier vos testaments, changer les bénéficiaires de vos assurances vie. Tout est possible. Je suis sortie de son cabinet avec un plan clair, précis, moral. Je n'allais pas me venger, je n'allais pas détruire ma fille, j'allais juste me protéger et laisser la vie faire le reste. La première chose que j'ai faite, c'est passer tous les examens médicaux. Prise de sang, scanner cérébral, test cognitif, évaluation psychiatrique, tout. Les résultats sont tombés 2 semaines plus tard. Aucune anomalie. Fonction cognitive normale pour mon âge. Aucun signe de démence, de maladie neurodégénérative ou de troubles psychiatriques. J'étais en parfaite santé mentale. J'ai envoyé les résultats à Maître Fontaine. Elle les a immédiatement transmis au cabinet de Thomas avec une lettre formelle. Maître Moreau, nous vous transmettons les résultats des examens médicaux de Madame Maïwen Bruno, qui démontrent qu'elle est en pleine possession de ses moyens. Toute procédure de mise sous tutelle engagée sans fondement médical
sera considérée comme abusive et fera l'objet d'une plainte pour harcèlement moral. Cordialement, Maître Isabelle Fontaine. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Thomas. Sa voix était tendue. « Maïwenn, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à vous dire. Écoutez, on peut arranger les choses. Je ne crois pas. Vous avez mal interprété nos intentions. On voulait juste vous aider. M'aider en me mettant sous tutelle ? Silence. C'était une mesure de précaution, au cas où je refuserais de vous donner mon argent. Ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. » Il a soupiré. « Qu'est-ce que vous voulez ? Rien. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Et Alain ? Alain est libre de faire ce qu'il veut. Il veut rentrer chez lui. Alors qu'il rentre. À condition que vous arrêtiez vos accusations. Je n'ai rien promis. » Et j'ai raccroché. Alain est rentré le lendemain, sans s'annoncer. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers. Je l'ai entendu entrer par la porte du garage. Il est venu vers moi. Il avait maigri. Il avait l'air fatigué. « Bonjour, Maïwenn. »« Bonjour, Alain. » Silence. « Je peux rentrer ? C'est ta maison. C'est notre maison. » J'ai continué à tailler mes rosiers. « Maïwenn, regarde-moi. » J'ai posé mon sécateur. Je l'ai regardé. J'ai vu les résultats médicaux. Et alors ? Tu avais raison. Tu n'es pas malade. Je sais. Je suis désolée de ne pas t'avoir cru. D'accord. C'est tout ? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Alain ? Je ne sais pas. Que tu me pardonnes ? J'ai réfléchi. Longuement. Je te pardonne. Vraiment ? Oui. Parce que tu es son père. Parce que tu l'aimes. Parce que tu ne pouvais pas imaginer qu'elle soit capable de ça. Il a baissé les yeux. Et maintenant, on continue à vivre, ensemble, comme avant, mais différemment. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que je ne leur donnerai rien. Ni maintenant, ni plus tard. Maïwenn, c'est non négociable, Alain. Mon testament est déjà modifié. Ma part ira à des associations. Pour les femmes victimes de violences, pour les personnes âgées isolées, pour les causes qui en ont vraiment besoin. Il est devenu pâle. Tu vas déshériter ta propre fille ? Non, je vais juste ne pas enrichir quelqu'un qui a essayé de me détruire. Mais Léon héritera de son père, de sa mère, de toi si tu veux, mais pas de moi. C'est cruel. Non, c'est juste. Il est entré dans la maison. Je suis restée dans le jardin. Et j'ai pleuré. Parce que c'était fini. Vraiment fini. Je ne reverrai peut-être jamais Léon. Je ne serai peut-être jamais invitée à un anniversaire, à un Noël, à une fête de famille. Mais j'avais ma dignité. Et ça, personne ne pouvait me l'enlever. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de Chloé. Une vraie lettre, manuscrite, comme celle qu'elle m'écrivait quand elle était petite et qu'elle partait en colonie de vacances. Maman, je sais que tu ne veux plus me parler. Je sais que tu penses que je t'ai trahi. Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai mal agi. Mais tu dois comprendre. Thomas et moi, on est sous pression. Financièrement, socialement. On veut offrir à Léon la meilleure vie possible. Et pour ça, on a besoin d'aide. Tu as toujours tout eu, maman. Papa et toi, vous n'avez jamais manqué de rien. Mais nous, on lutte, on travaille dur, et on pensait que tu comprendrais, que tu nous aiderais plus, sans poser de questions. Je ne t'ai jamais droguée, maman. Je ne sais pas d'où tu sors cette idée. Peut-être que tu as mal vu. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas moi. S'il te plaît, réfléchis. Pense à Léon. Pense à notre famille. Ne détruis pas tout pour de l'argent. Je t'aime. Chloé. J'ai relu cette lettre plusieurs fois. Et j'ai vu ce qu'elle était vraiment. Une dernière tentative de manipulation. Elle ne s'excusait pas. Elle justifiait. Elle ne reconnaissait rien. Elle niait. Et elle retournait la situation. C'était moi qui détruisais la famille, pas elle. J'ai pris mon stylo plume. Et j'ai répondu. Chloé, j'ai reçu ta lettre. Je l'ai lue avec attention. Tu dis que tu ne m'as jamais droguée. Soit. Je n'ai pas de preuves absolues. Juste des photos. Juste des coïncidences. Juste mon instinct de mère. Mais tu sais quoi ? Ça n'a plus d'importance. Parce que même si tu ne l'as jamais fait, le fait que tu aies essayé de me mettre sous tutelle suffit. Le fait que tu aies cherché à récupérer notre argent sans me consulter suffit. Le fait que tu aies retourné ton père contre moi suffit. Tu m'as demandé de penser à Léon. Je pense à lui, tous les jours. Je l'aime plus que tout au monde. Mais je ne peux pas être dans sa vie si être dans sa vie signifie accepter d'être manipulé, humilié et dépouillé. Je ne détruis pas notre famille pour de l'argent, Chloé. C'est toi qui l'as détruite. Pour de l'argent. Je te souhaite d'être heureuse. Vraiment. Parce que tu es ma fille. Et qu'une mère aime toujours ses enfants. Même quand ils ne le méritent plus. Mais je ne te reverrai pas. Pas tant que tu ne reconnaîtras pas ce que tu as fait. Pas tant que tu ne changeras pas. Prends soin de Léon. Élève-le pour qu'il soit meilleur que nous.
Maman. J'ai posté cette lettre, et j'ai senti quelque chose se libérer en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la haine, c'était de la paix. Les mois ont passé. Alain et moi avons retrouvé une sorte d'équilibre. Nous ne parlions jamais de Chloé. C'était un sujet interdit, une plaie trop profonde. Il la voyait parfois, en cachette. Je le savais. Je ne disais rien. Moi, je ne la voyais plus. Elle ne m'appelait plus. Elle ne m'écrivait plus. C'était fini. Un après-midi de novembre, j'étais assise dans ma cuisine. Je buvais mon thé dans ma tasse en porcelaine, à la meilleure maman du monde, et je me suis dit, peut-être que je n'avais pas été la meilleure maman du monde, peut-être que j'avais fait des erreurs, trop donné, trop protégé, trop aimé, mais j'avais fait de mon mieux. Et parfois, notre mieux ne suffit pas. Parfois, nos enfants deviennent des étrangers, et il faut accepter de les laisser partir. Ce jour-là, j'ai décidé quelque chose. J'ai décidé de vivre, vraiment vivre, pour moi, pas pour ma fille, pas pour mon mari, pas pour mon petit-fils, pour moi. Je me suis inscrite à des cours de peinture. J'ai toujours aimé peindre, mais je n'avais jamais pris le temps. J'ai rejoint un club de lecture, avec des femmes de mon âge. On se retrouvait tous les jeudis après-midi pour discuter de livres, de vie, de tout. J'ai recommencé à voir mes anciennes amies, celles que j'avais un peu délaissées parce que j'étais trop occupée à être une mère parfaite, une grand-mère parfaite. Et petit à petit, j'ai retrouvé qui j'étais. Maïwenn, pas la mère de Chloé, pas la grand-mère de Léon, pas l'épouse d'Alain, juste Maïwenn, une femme de 67 ans, avec des cicatrices, des regrets, mais aussi de la force, de la dignité et de l'espoir. Un soir, Alain m'a dit « Tu as l'air mieux, je vais mieux. Tu ne penses plus à Chloé ?» Si, tous les jours, mais différemment. Comment ça? Avant, je pensais à elle avec douleur. Maintenant, je pense à elle avec acceptation. Tu lui as pardonné? Non, pas vraiment. Mais j'ai arrêté d'attendre qu'elle change. J'ai arrêté d'attendre des excuses. J'ai arrêté d'attendre qu'elle redevienne la petite fille que j'aimais. Et ça suffit? Oui, ça suffit. Quelques mois plus tard, au printemps, j'ai croisé Brigitte dans la rue, la belle-mère de Thomas. Celle qui m'avait traitée d'envahissante le jour du baptême. Elle m'a vue, elle a hésité, puis elle s'est approchée. Maïwenn. Bonjour Brigitte, comment allez-vous? Bien, et vous? Bien aussi. Silence gêné. Puis elle a dit à voix basse, j'ai entendu dire que vous ne voyiez plus Chloé. C'est exact, c'est dommage. Peut-être. Elle a regardé autour d'elle, puis elle a murmuré, vous savez Thomas et Chloé, ils ont des problèmes financiers. Ils ont fait de mauvais investissements. Ils ont des dettes, beaucoup de dettes. Je suis désolée de l'entendre. Thomas est venu me voir le mois dernier, pour me demander de l'argent. J'ai refusé. Elle m'a regardé dans les yeux. Vous avez bien fait de vous protéger, Maïwenn. Et elle est partie. Ce soir-là, j'ai pensé à cette conversation. Ils avaient des dettes. C'était donc ça. L'urgence, la pression, la manipulation. Ils avaient besoin de notre argent pour éponger leurs dettes. Et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. Mais je n'ai pas ressenti de satisfaction, ni de joie d'avoir eu raison. J'ai juste ressenti de la tristesse, parce que ma fille souffrait, et que je ne pouvais rien faire pour elle. Enfin, si, je pouvais faire quelque chose. Je pouvais la laisser assumer les conséquences de ses choix, parce que c'est ça, l'amour véritable. Ce n'est pas sauver quelqu'un à chaque fois qu'il tombe, c'est le laisser apprendre, grandir, changer, même si ça fait mal. 2 ans ont passé. 2 ans pendant lesquels je n'ai pas vu ma fille, pas parlé à ma fille, pas embrassé mon petit-fils. 2 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre avec ce vide. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où je regardais les photos de Léon bébé et je pleurais. Des jours où je me demandais si j'avais fait le bon choix. Des jours où je voulais appeler Chloé et tout oublier. Mais je tenais bon. Parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne peut pas aimer quelqu'un qui vous détruit. Alain continuait à voir Chloé, environ 1 fois par mois. Il partait le dimanche matin, il revenait le soir. Il ne me racontait jamais ses visites, et je ne demandais jamais. C'était notre accord silencieux, mais je voyais bien qu'il revenait de plus en plus sombre, de plus en plus fatigué. Un soir de mars, il est rentré plus tôt que d'habitude. Il avait le visage défait. « Alain, tout va bien ?» Il s'est assis lourdement dans le fauteuil du salon. « Non, rien ne va. Qu'est-ce qui se passe? Chloé et Thomas, ils sont en train de divorcer. » Mon cœur s'est serré. Pas de joie, de tristesse. Depuis quand? Ça fait des mois que ça ne va plus. Apparemment, Thomas a eu une liaison avec une de ses collègues, une jeune avocate. Oh mon Dieu! Et ce n'est pas tout.
Leur appartement est en vente. Ils ont trop de dettes. Ils ne peuvent plus payer les mensualités. Et Léon? Chloé va déménager. Dans un 2 pièces. Elle cherche du travail. Elle n'a pas travaillé depuis 4 ans. Ce n'est pas facile. Il m'a regardé. Elle a demandé si on pouvait l'aider. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que tu as répondu? Que je devais t'en parler. Et qu'est-ce que tu veux faire? Il a hésité. Je ne sais pas. C'est notre fille. Elle souffre. Elle souffre parce qu'elle a fait de mauvais choix. Tout le monde fait de mauvais choix, Maïwen. Oui, mais tout le monde ne drogue pas sa mère pour récupérer son argent. Le silence est tombé. Tu ne lui pardonneras jamais, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de pardon, Alain. C'est une question de respect. Elle ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais reconnu ce qu'elle a fait. Elle veut juste que j'oublie, que je continue à donner, comme avant. Et si elle s'excusait? Alors on verrait. Mais elle ne le fera pas. 3 semaines plus tard, j'étais au marché. J'achetais des légumes pour le dîner. Et soudain, je l'ai vue, Chloé. Elle était seule. Pas de Léon, pas de Thomas. Juste elle. Elle avait changé. Maigrie. Des cernes sous les yeux. Les cheveux moins bien coiffés. Elle portait un jean délavé et un pull trop grand. Elle ne m'avait pas vue. J'aurais pu partir, faire demi-tour, l'éviter. Mais quelque chose m'a retenue. Je me suis approchée. Chloé, elle a sursauté. Elle s'est retournée. Maman, nous nous sommes regardés. Longtemps, sans parler. Comment vas-tu? Ai-je fini par demander. Ça va. Mensonge, évident. Papa m'a dit pour Thomas. Elle a baissé les yeux. Oui, c'est fini. Je suis désolée. Vraiment? Sa voix était amère. Oui, je ne te souhaite pas de souffrir, Chloé. Même après tout ce qui s'est passé. Même après que je t'ai droguée. Elle avait dit ça avec des guillemets invisibles dans la voix. Oui, même après ça. Elle a ri. Un rire sans joie. Tu sais quoi, maman? Tu avais raison. Surtout, Thomas ne m'aimait pas. Il aimait ton argent, notre appartement, notre statut. Quand il a compris que tu ne nous donnerais rien, il est devenu différent, froid, distant. Chloé? Non, laisse-moi finir. Il m'a trompée, pendant des mois, avec cette fille. Et quand je l'ai découvert, tu sais ce qu'il m'a dit? Elle avait les larmes aux yeux. Il m'a dit que c'était de ma faute, que si j'avais été capable de convaincre mes parents de nous aider, on n'en serait pas là, que tout était de ma faute. J'ai posé ma main sur son bras. Elle ne l'a pas repoussé. Ce n'est pas de ta faute si Thomas t'a trompé, mais c'est de ma faute si on a des dettes, si on perd l'appartement, si Léon va devoir changer d'école. Non, ce sont vos choix à tous les deux qui vous ont menés là. Nos choix? Elle a essuyé ses larmes. J'ai tout perdu, maman. Mon mari, mon appartement, ma vie, et toi. J'ai surtout perdu toi. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, que j'étais là. Mais l'autre partie, celle qui avait appris à se protéger, restait prudente. Pourquoi tu as fait ça, Chloé? Quoi? Le baptême? Le verre? Pourquoi? Elle a fermé les yeux, longtemps, puis elle a murmuré « Je ne sais pas si tu vas me croire. » Essaie. C'était l'idée de Thomas. Il disait que tu étais un obstacle, que tu bloquais tout, que si tu avais l'air fragile, confuse, papa signerait tout seul, sans toi. Donc tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. C'était juste un calmant, quelque chose de léger, pour que tu t'endormes, pour que tout le monde pense que tu avais trop bu. Elle a ouvert les yeux. Elle me regardait en face. Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste que tu arrêtes de nous bloquer. J'ai senti ma gorge se serrer. Tu ne voulais pas me faire de mal? Non, Chloé. Tu m'as humiliée devant toute la famille. Tu m'as fait passer pour une vieille femme ivre qui ne tient plus l'alcool. Tu m'as fait douter de moi-même pendant des semaines. Je sais. Tu as essayé de me mettre sous tutelle. Je sais. Tu as retourné ton père contre moi. Je sais. Elle avait crié. Les gens autour de nous se sont retournés. Elle a baissé la voix. Je sais, maman. Je sais tout ça. Et je vis avec tous les jours. Nous sommes restées silencieuses, au milieu du marché, avec nos sacs de courses, comme deux étrangères. Est-ce que tu regrettes? Ai-je demandé doucement. Elle a réfléchi. Longtemps. Je regrette de t'avoir perdu. Mais pas de l'avoir fait? Elle n'a pas répondu. Et dans ce silence, j'ai eu ma réponse. Chloé, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je sais. Mais je ne te souhaite pas de mal. Je veux que tu t'en sortes. Pour toi. Pour Léon. Sans ton aide. Oui, sans mon aide. Parce que tu dois apprendre à te débrouiller seule. À faire tes propres choix. À assumer tes erreurs. Elle a hoché la tête. Les larmes coulaient sur ses joues. Tu as raison. Comme toujours. Je n'ai pas toujours raison.
Mais cette fois, oui, je suis parti, sans me retourner. Et en marchant vers ma voiture, j'ai pensé à cette expression. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Chloé m'avait trahi, manipulé, humilié. Et maintenant, elle était trahie, manipulée, humiliée. Pas par moi, par la vie elle-même. Les mois suivants, j'ai eu des nouvelles par Alain. Chloé avait retrouvé un travail, assistante juridique dans un petit cabinet. Le salaire était modeste, mais c'était un début. Elle avait déménagé dans un appartement de 50 mètres carrés, dans un quartier moins chic. Léon partageait sa chambre. Le divorce était en cours, long, douloureux. Thomas se battait pour ne pas payer de pension alimentaire. Il prétend qu'il n'a pas d'argent, m'a dit Alain, alors qu'il vient d'acheter une nouvelle voiture. Un soir, Alain m'a montré une photo sur son téléphone. Chloé et Léon, dans leur nouvel appartement. Léon avait grandi. Il avait 4 ans maintenant. Il ressemblait à sa mère au même âge. Elle a l'air fatiguée, ai-je dit. Elle l'est. Elle travaille toute la journée. Elle s'occupe de Léon le soir. Elle n'a plus d'aide, plus de nounou, plus de moi, plus de toi. C'est ce qu'elle voulait, l'indépendance. Oui, mais je crois qu'elle ne pensait pas que ça serait aussi dur. Je regardais cette photo. Ma fille, mon petit-fils, dans un petit appartement, avec une vie difficile, et je n'ai pas ressenti de satisfaction, ni de revanche, juste de la tristesse, parce que j'aurais aimé que les choses se passent autrement. J'aurais aimé être une grand-mère présente, une mère aimante. Mais on ne peut pas forcer les relations. On ne peut pas pardonner ce qui n'a pas été reconnu. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Chloé. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu l'ouvriras. Mais il fallait que je l'écrive. Tu avais raison. Surtout, Thomas ne m'aimait pas. Il aimait l'argent, le statut. Et moi, aveuglé par l'ambition, par l'envie de paraître, j'ai tout sacrifié, y compris toi. Ce que j'ai fait le jour du baptême était impardonnable. Je le sais maintenant. Sur le moment, je me suis dit que c'était juste un petit mensonge, un petit arrangement, que tu ne t'en rendrais même pas compte. Mais je t'ai humilié, je t'ai trahi, j'ai brisé ta confiance. Et le pire, c'est que je n'ai pas eu le courage de le reconnaître. Je t'ai laissé souffrir, douter, pleurer. Aujourd'hui, je vis seule avec Léon. J'ai un petit appartement, un petit salaire, une petite vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, je dors la nuit. Parce que je ne mens plus, je ne manipule plus, je ne triche plus. Je ne te demande rien, maman. Ni pardon, ni argent, ni aide. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison. Et que malgré tout, malgré mes erreurs, malgré mes fautes, je t'aime. Chloé. J'ai relu cette lettre plusieurs fois. C'était la première fois qu'elle reconnaissait vraiment. La première fois qu'elle s'excusait vraiment. Pas pour obtenir quelque chose, juste pour dire la vérité. J'ai montré la lettre à Alain. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Tu vas lui répondre? Peut-être, un jour. Et tu vas la revoir? J'ai réfléchi. Peut-être, un jour, quand je serai prête, quand elle aura prouvé que ce n'était pas juste des mots. Parce que c'est ça, la vraie justice. Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas la punition, c'est le temps. Le temps qui révèle qui nous sommes vraiment. Le temps qui fait payer nos erreurs, le temps qui nous apprend. Elle m'avait traité de folle, d'égoïste, d'obstacle. Et des années plus tard, la vie lui avait montré qui était vraiment l'obstacle. Non pas moi, mais elle-même. Ses mensonges, son avidité, sa manipulation. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour au marché. 3 ans depuis la lettre de Chloé. Et ma vie a continué. Différemment. Mais elle a continué. Alain et moi vivons toujours dans notre maison. Nous avons vieilli ensemble, avec nos silences, nos habitudes, nos petites tendresses retrouvées. Il voit Chloé régulièrement, environ 2 fois par mois. Il voit Léon aussi. Il me raconte un peu, pas trop. Juste ce qu'il faut pour que je sache qu'ils vont bien. Chloé travaille toujours. Elle a été promue l'année dernière. Elle gagne mieux sa vie. Elle a déménagé dans un 3 pièces. Léon a sa propre chambre maintenant. Thomas a refait sa vie avec sa maîtresse. Ils ont eu un enfant ensemble. Il voit Léon un week-end sur 2, parfois moins. Moi, je ne les ai pas revus, pas encore, non pas par rancune, mais parce que j'ai appris quelque chose de fondamental au cours de ces années. Il faut du temps pour guérir, pour reconstruire, pour pardonner vraiment. Et je ne suis pas encore prête, peut-être un jour, peut-être jamais, et c'est mon droit. Mes journées sont remplies. J'ai mes cours de peinture, mon club de lecture, mes amis. Je fais du bénévolat dans une association qui aide les femmes victimes de violences domestiques. C'est étrange.
Après ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte que la violence n'est pas toujours physique. Elle peut être psychologique, émotionnelle, financière. Et ces femmes que j'aide, je les comprends. Parce que j'ai été à leur place, manipulée, isolée, douteuse de moi-même. Il y a quelques mois, j'ai peint un tableau. Mon premier vrai tableau. Pas un exercice, pas une copie, une création. J'ai peint une tasse en porcelaine, sur une table en bois, avec la lumière du matin qui entre par la fenêtre. Sur la tasse, on peut lire « À la meilleure maman du monde ». Mais la tasse est vide. Mon professeur de peinture m'a demandé pourquoi. « Parce que c'est comme ça », ai-je répondu. Il n'a pas compris. Mais moi, je savais. La tasse était vide parce que j'avais arrêté de me remplir des attentes des autres. J'avais arrêté d'être la mère parfaite, la grand-mère parfaite, l'épouse parfaite. J'étais juste moi, avec mes failles, mes limites, mes choix. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un dessin par la poste, un dessin d'enfant, maladroit, coloré. C'était une maison, avec 3 personnes devant, une grande, une moyenne, une petite. Au dos, il y avait écrit de la main de Chloé. Léon a dessiné ça à l'école. Quand la maîtresse lui a demandé qui c'était, il a dit « C'est mamie, maman et moi. Il se souvient de toi, maman. Il demande souvent quand il te reverra. Je ne t'envoie pas ça pour te faire culpabiliser. Je te l'envoie parce que je voulais que tu saches que tu existes toujours dans nos vies. Même à distance. Prends soin de toi. Chloé. » J'ai accroché ce dessin sur mon réfrigérateur, pas par sentimentalisme, mais parce qu'il représente quelque chose d'important. L'espoir. L'espoir qu'un jour, peut-être, on pourra reconstruire quelque chose. Pas comme avant, différemment, plus sainement. Alain m'a dit l'autre jour, « Tu sais, Chloé a beaucoup changé. » Ah oui? Oui. Elle est plus humble, plus vraie. Elle travaille dur. Elle élève Léon seule. Elle ne se plaint jamais. C'est bien. Tu ne veux toujours pas la voir? J'ai réfléchi. Un jour peut-être, quand je sentirai que c'est le bon moment. Et si elle attend toute sa vie? Alors elle attendra. Comme j'ai attendu des excuses pendant des années. Il a hoché la tête. Il a compris. Ce matin, j'étais dans mon jardin. Je taillais mes rosiers. Le soleil était doux. Les oiseaux chantaient. Et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. Il y a 3 ans, j'étais effondrée, brisée, seule. Aujourd'hui, je suis debout, reconstruite, entourée, pas par ma fille, pas par mon petit-fils, mais par moi-même, par mes choix, par ma force. On me demande souvent, « Tu ne regrettes pas ?» Regretter quoi? D'avoir dit non? D'avoir refusé d'être manipulée? D'avoir choisi ma dignité plutôt que la paix familiale à tout prix? Non, je ne regrette rien. Parce que j'ai appris quelque chose de précieux. On ne peut pas construire une relation saine sur des mensonges. On ne peut pas aimer quelqu'un qui vous détruit. Et parfois, s'éloigner est le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire, pour l'autre, mais surtout pour soi. La semaine dernière, j'ai croisé Brigitte dans la rue. Encore une fois, elle m'a souri. « Maïwen, vous avez l'air rayonnante. » « Merci Brigitte. Vous savez, j'ai toujours admiré votre force. Ce que vous avez fait, partir, refuser, tenir bon, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Mais c'était juste. Oui, elle a hésité. Thomas et Chloé sont divorcés maintenant. Je sais. Thomas est ruiné. Ses investissements ont échoué. Sa nouvelle compagne l'a quitté. Il vit chez ses parents, à 50 ans. Je suis désolée de l'entendre. Non, vous ne l'êtes pas. Elle avait raison. Je ne l'étais pas vraiment. La vie a une drôle de façon de rendre les comptes, n'est-ce pas? A-t-elle ajouté. Oui, une drôle de façon. Ce soir, Alain et moi sommes assis sur notre terrasse. Nous buvons du thé. Moi dans ma tasse en porcelaine. Lui dans sa tasse bleue préférée. Le soleil se couche sur Lyon. Les lumières s'allument une à une. À quoi tu penses? Demande Alain. À rien. À tout. C'est vague. Je souris. Je pense que la vie est étrange. On passe des années à construire quelque chose. Une famille, un amour, un héritage. Et parfois, tout s'effondre. En quelques mois. En quelques choix. Et après, on reconstruit. Différemment. Avec ce qui reste. Et c'est suffisant? Oui, c'est suffisant. Je repense à cette phrase que j'avais lue il y a longtemps, dans un livre dont j'ai oublié le titre. On ne perd jamais vraiment les gens qu'on aime. On perd juste l'illusion de qui on pensait qu'ils étaient. Ma fille n'était pas celle que je croyais. Mon mari non plus, peut-être. Moi non plus. Nous étions tous imparfaits, blessés, capables du meilleur et du pire. Mais nous étions humains. Est-ce que je reverrai Chloé un jour? Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que je lui pardonnerai vraiment? Peut-être, avec le temps. Est-ce que je regretterai d'avoir perdu ces années avec Léon? Oui, tous les jours.
Mais est-ce que je changerais quelque chose à mes choix? Non, parce que ces choix m'ont sauvée. Ils m'ont permis de me retrouver, de me respecter, de vivre avec dignité. Alors, si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à dire non, à choisir sa dignité plutôt que la manipulation, à comprendre qu'on peut aimer quelqu'un et en même temps se protéger de lui, alors tout cela aura eu un sens, parce que c'est ça la vraie sagesse. Ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, ce n'est pas d'être parfaite, c'est de savoir quand il faut tenir bon, quand il faut partir, quand il faut pardonner, et quand il faut juste vivre pour soi. Je regarde Alain, il sourit, il prend ma main. Je t'aime, Maïwenn, je t'aime aussi. Et c'est vrai, malgré tout, malgré ses doutes, ses erreurs, son départ, parce que lui aussi a appris, lui aussi a changé. Et nous sommes là, ensemble, plus forts qu'avant. Le téléphone sonne. C'est Sylvie, mon amie du club de lecture. Maïwenn, on se voit toujours jeudi? Bien sûr. Quel livre on lit cette semaine? Les âmes grises de Philippe Claudel. Parfait. À jeudi. Je raccroche. Alain me regarde. Tu es heureuse? Je réfléchis. Honnêtement, oui, je crois que oui. Même sans Chloé? Même sans Chloé. Pour l'instant. Parce que le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut. C'est d'accepter ce qu'on a et de construire avec. Ce soir, avant de dormir, je regarde le dessin de Léon sur mon réfrigérateur, la maison, les 3 personnes, et je murmure dans le silence, « Un jour, mon petit, un jour peut-être, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis, pour moi, et c'est déjà beaucoup. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.